Les demi-finales des playoffs 2025 de WNBA sont en train de se jouer. Deux séries qui se jouent à couteau tiré. D'un côté, les Lynx contre le Mercury et de l'autre, les Aces contre le Fever. Mais deux séries dont on ne va pas parler aujourd'hui dans cet épisode. On va plutôt se concentrer sur les équipes qui ont quitté les playoffs, celles qui ont été éliminées au premier tour, et faire le point donc sur les Golden State Valkyries, le New York Liberty, le Seattle Storm et l'Atlanta Dream. C'est un nouvel épisode de votre podcast W sur la WNBA. Let's go! Hello à toutes et tous, c'est l'épisode 22 de W, votre podcast sur la WNBA. Et aujourd'hui, on va faire un petit point sur les équipes qui ont été éliminées au premier tour des playoffs et qui rejoignent donc celles qui n'ont pas pu accéder à la post-season à Cancun en vacances. Ça y est, on y est. Alors vous savez, en WNBA, toutes les joueuses ne prennent pas des vacances. Elles vont généralement pour des questions de revenus notamment et de gagner sa vie en tant que professionnel du basket dans d'autres ligues. On a évidemment quelques expansions qui arrivent du côté de Unrivaled, la ligue de 3-3 montée par Nafisa Collier notamment et d'autres joueuses de WNBA, Brianna Stewart, sa camarade principale. Mais il y en a aussi qui vont de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, avec les championnats qui redémarrent ces jours-ci. Et donc aujourd'hui, on va se consacrer à quatre équipes qui ont été éliminées au premier tour, dans des séries qui opposaient les Lynx aux Valkyries, le Mercury au Liberty, les Aces au Storm et le Dream au Fever. Il y a eu des upsets, il y a évidemment eu des victoires logiques, mais il y a toujours un bilan à tirer pour les équipes qui ont été éliminées et qui vont entrer dans la post-season d'ici quelques semaines. On va faire le point là-dessus et on va commencer par les Valkyries. J'en ai parlé en long et en large cette saison dans W de Golden State. Je ne vais pas aller super vite. Nakase a été coach of the year. C'est une équipe qui, pour l'instant, n'a pas de star ou de superstar. C'est une équipe, par contre, qui a permis à des profils de se développer, notamment Veronica Burton et Kayla Thornton, entre autres. On a Iliana Rupert et Janelle Salin qui se sont montrés côté français également avec Carla Leight. Il y a une expansion de draft qui kick à l'intersaison et qui va faire entrer une nouvelle équipe en WNBA, qui les Valkyries vont protéger en vue de cette expansion. C'est pour moi la grosse question, en tout cas la première question de l'intersaison de Golden State. Il va falloir protéger les joueuses dont on imagine qu'elles peuvent avoir un futur dans l'équipe. Un futur en termes de potentiel d'abord, mais aussi un futur en termes de compétitivité. Parce que lorsque vous êtes une équipe d'expansion avec autant de fans déjà derrière vous, on en est un, et que en plus vous allez accrocher des playoffs avec littéralement aucune superstar, aucun star power dans votre équipe, vous pouvez augurer de très bonnes choses à court terme. Donc il y a cette première question à répondre positivement pour moi. Il va falloir faire des choix et on en parlera dans un prochain podcast des joueuses qu'on voit être protégées par chacune des équipes. Mais pour moi, c'est la plus grosse question qui va se poser pour les Valkyries. Alors évidemment, elles ont rencontré les Lynx dans cette série du premier tour. Ça a été difficile pour elles de lutter. Elles ont d'ailleurs pris 2-0 de manière assez, disons, autoritaire sur le résultat, mais on a quand même une des Valkyries qui se sont données et qui se sont adaptées, ajustées à ce que les Lynx essayaient de faire. Mais vraiment, je dirais la sagesse, l'expérience, le fait qu'on a une équipe en face avec un star power démesurément plus grand que celui des Valkyries. On a une victoire finalement relativement logique des Lynx, mais on a vraiment une équipe de Golden State qui sort la tête vraiment très haute, très digne de ce premier tour et de cette première saison en WNBA. Donc, on va surveiller d'abord quelles joueuses sont protégées, puis ensuite, on va voir comment elles se comportent à la free agency. Je pense très honnêtement que pour 2 ou 3 stars de cette ligue, peut-être une ou deux en fonction des salaires qui vont être alloués aux joueuses la saison prochaine et donc en fonction de l'issue des négociations en cours sur le CBA entre les joueuses et la ligue, on va peut-être avoir des profils de stars qui vont être intéressés pour aller jouer là-bas. Vous avez la meilleure coach en titre de la ligue, ou en tout cas une des meilleures. Vous avez un environnement qui est tout neuf avec des infrastructures alléchantes et vous avez quelque chose de fonctionnel avec du fond de jeu sportivement et un front office qui vraiment fait de très bonnes choses pour ce projet. Donc, les Valkyries ont une intersaison qui s'annonce très, très intéressante. C'est à mon avis une des plus intéressantes de celles qui s'annoncent pour 2025-2026. Et donc, on va surveiller ça du côté de Golden State. Et si les Valkyries sont l'équipe qui, sans doute, sort la plus grandie de cette défaite au premier tour, on a ensuite 3 équipes dont on peut être vraiment déçu de leur élimination au premier tour, même si honnêtement ces éliminations dans le jeu
J'ai trouvé qu'elles étaient toutes logiques. Et on a d'abord le Liberty de New York, champion en titre qui sort au premier tour des playoffs face au Mercury d'Alyssa Thomas, Nate Tibbetts, Satou Sabali, Monique Akwamakani et les autres. Et on a une défaite 2-1 sur ce premier tour. Je pense que pour moi, cette défaite, elle est symptomatique de la saison, elle est représentative de la saison qu'a passé le Liberty sur les parquets de WNBA, simplement parce qu'on a vu une Sandy Brandello, donc coach principal de cette équipe, être relativement incapable, malgré un roster pléthorique, plein de talents. Pour le coup, on disait que les Valkyries n'avaient pas de talent. Là, clairement, côté Liberty, ça n'en manquait pas. Eh bien, on a vu une Brandello incapable vraiment de s'ajuster et de trouver une synergie dans le jeu. Une manière de jouer qui optimise vraiment tous les talents qu'il y avait sur le terrain. Et on peut être vraiment, vraiment très frustré de voir les playoffs et de manière générale la saison d'une joueuse comme Jonquel Jones, de voir peut-être que effectivement Brianna Stewart n'a pas été suffisamment utilisée dans ce rôle de grande cutteuse qui part de loin, etc. Et puis on a Sabrina Ionescu, dont l'adresse a été, disons, plutôt bonne cette saison, mais avec des dents de scie. Et cette irrégularité générale dans cet effectif, cette peine à trouver vraiment le clic, la solution tactique, les ajustements, les dispositifs, les schémas, les principes aussi, tout simplement, eh bien, on a vu que face à une équipe qui, elle, était tactiquement très, très en place, le Mercury, ben, on a finalement pas match, quoi. Il n'y a pas vraiment match. Moi, j'ai trouvé que c'était une série qui était pas vraiment pas vraiment disputé, mais en plus, le pire, c'est que ma conclusion de cette série, personnellement, c'est pas que le Mercury a gagné, c'est que le Liberty a perdu. Le Liberty n'a vraiment pas su jouer sur son talent et sur sa capacité à complètement dépasser par le talent l'équipe adverse. Alors, de l'autre côté, on a évidemment une équipe qui est très analyste, très pointue. On a Nate Tibbetts qui était un candidat Coach of the Year sans aucun problème, mais qui avait des défauts. Et j'ai trouvé que le Liberty n'avait jamais su appuyer sur ces défauts-là et que le Mercury avait toujours su répondre aux quelques ajustements qu'a fait Brondello. Donc, on sait aujourd'hui que Sandy Brondello a été débarqué par le front office du Liberty. On a donc une équipe qui risque d'être remaniée, et notamment avec la Free Agency, peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre. À quel point cette ère va être radicalement nouvelle, ça, seule l'intersaison nous le dira. C'est difficile de se projeter là-dessus. Surtout que franchement, c'est pas trop le genre de faire des projections un peu alambiquées dans ce podcast W. Mais ça va être par contre très intéressant à suivre parce que c'est une franchise qui risque gros, c'est une franchise qui a beaucoup d'envie, qui dépense beaucoup d'argent pour mettre un projet sur pied qui soit extrêmement compétitif et qui doit aller chercher la bague, hein, tout simplement. Donc, comment elles vont s'adapter à ça? Elles vont avoir toute l'intersaison pour y réfléchir, clairement. Il va falloir déjà recruter quelqu'un du côté du coaching staff, hein, dans le coaching staff, puisqu'il n'y a pas que Sandy Brondello, je crois, qui part. Il y a une partie de ses assistants qui la suivent. Et puis, on va voir quelle joueuse, encore une fois, comme les Valkyries, comme toutes les équipes de WNBA à l'intersaison, quelles joueuses elles vont protéger. Ça va être vraiment très, très intéressant. On bascule du côté du Storm, qui a perdu également 2-1 face aux Aces. J'ai trouvé que c'était peut-être une des séries les plus disputées. On a vu le Storm qui a eu de la réussite quand les Aces n'en avaient pas et qui a su profiter des opportunités qui étaient offertes à cette équipe de Seattle. Là aussi, on a Noel Quinn qui est débarqué à la suite de cette défaite au premier tour, à juste titre, parce que vraiment, comme Brondello, on n'a pas compris les objectifs de Noel Quinn cette saison avec son effectif. Et puis, je dirais que le Storm a joué son jeu, malheureusement, plein de qualités théoriques et plein de défauts pragmatiques, notamment cette espèce de shot-making très difficile à valoriser, avec notamment des joueuses qui prennent des shoots durs et qui les mettent pas forcément, Skylar Diggins, mais surtout Erica Wheeler, Britney Sykes. On est dans des zones de tir qui sont pas rentables, etc. Trop peu de pick and roll avec Skylar Diggins à la passe et Neka Ogumike sur le roll, ou sur le pop, hein, d'ailleurs. Et puis aussi et surtout pour moi, une sous-utilisation toute la saison et encore plus sur ces playoffs de Ezzy McBegor et d'une capacité de créer sur pick and roll avec Gabby Williams, parce qu'on a là deux joueuses qui ont des profils complémentaires sur pick and roll. On a deux drivers vraiment excellentes. Ezzy McBegor est vraiment une attaquante du cercle très très sous-cotée dans cette ligue. Et je pense que le Storm se prépare à une grosse tempête sur cette intersaison parce que
il y a beaucoup de choses à faire et à défaire surtout dans cette équipe. Il y a peut-être des choses à conserver. Je pense qu'il y a un noyau à conserver, mais je pense aussi que c'est pas celui qu'on croit. Et je suis pas certain qu'il y ait des joueuses qui pourtant ont peut-être les plus gros salaires ou qui ont, disons, le plus gros statut de cadre dans cette équipe, qu'il faille forcément conserver vu le talent qui émerge de profils comme celui de Gabby Williams, par exemple, ou de Dominique Malonga. Un petit mot sur Dominique au passage. C'est vrai que la plupart des commentaires sont très positifs aux US comme en France sur Dominique Malonga. En attaque, effectivement, c'est une joueuse qui sait prouver qu'elle peut marquer des points. Par contre, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner chez Dominique, sans vouloir forcément la tailler précisément là-dessus, hein, mais c'est une joueuse qui est très jeune, et cette jeunesse, on la voit, parce qu'il y a encore des choses sur ce terrain, quand elle est sur le parquet, qui font défaut. Et notamment des problèmes de concentration en défense, des problèmes de, disons, de placement, que ce soit en défense ou en attaque. Et aujourd'hui, elle a un jeu qui est très imparfait, qui est encore largement à polir. Il va lui falloir du temps. Et même si les statistiques brutes, où on a des doubles-doubles, etc., sont plutôt valorisantes et, disons, euh, positives sur l'image qu'elle peut avoir dans cette ligue, sur l'image qu'elle pourrait avoir auprès des fans, c'est très bien. Mettons-nous tous dans le bus Dominique, mais laissons-nous le temps de voir Dominique évoluer, progresser en WNBA. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'elle doit apprendre à faire pour être une joueuse qui compte vraiment au premier plan dans un effectif. Je pense qu'elle en est consciente. Je pense que son staff en est conscient. Je pense également que le Storm en est conscient et lui a donné des minutes pour qu'elle progresse, pour qu'elle avance. Mais voilà, il va falloir être très patient avec Dominique. Moi, je suis prêt à l'être largement. C'est une joueuse qui a quand même du talent, beaucoup, des dimensions en plus. Donc on va voir ça du côté du Storm sur cette intersaison. Je pense qu'elle va évidemment être conservée, hein. On va être obligé contre Seattle de protéger quand même le pick numéro 2 de la draft précédente. Je pense que ce serait tout à fait logique. Et puis, par contre, on risque de voir une intérieure peut-être de premier plan partir du côté du Storm, soit un Eka Ogwumike, soit Ezi McGregor, peut-être les deux, nous verrons. Mais ça va être une équipe, là encore, intéressante à suivre parce qu'il y a vraiment un plan de reconstruction, peut-être, tout simplement entamé du côté du Storm. Et ça va pas être facile parce qu'il va falloir détricoter un effectif qui, pourtant, sur le papier, est clairement contender, hein. Pour moi, c'est vraiment une des toutes meilleures équipes de la ligue sur le papier. C'est un peu dommage. On va voir ce que ça donne. Elles ont perdu contre les Aces. J'ai pas trouvé les Aces très, très, comment dire, implacable sur ce premier tour. Je trouve qu'A'ja Wilson, quand elle joue vraiment son jeu en attaque, est clairement l'attaquante la plus implacable de ces playoffs, mais elle passe à côté de quelques matchs. On le voit notamment sur le deuxième tour. On en reparlera évidemment dans un bilan de la saison sur les Aces. Mais voilà, il y a ce côté un peu, les Aces, attention, attention, parce que franchement, sur ce premier tour, ça passe à pas grand-chose, hein. Il y a vraiment pas grand-chose pour que le Storm prenne la série. Et voilà, sur le second tour, il va falloir aussi surveiller notamment l'adresse, le shot making et la difficulté quand ça tombe pas de trouver des solutions et de trouver les bons ajustements. Mais ça, c'est un sujet pour le tour suivant, si elles vont en finale, si elles ne vont pas en finale plutôt, et pour le tour d'après, si elles vont en finale et qu'elles perdent ou qu'elles gagnent et qu'on fasse un bilan là-dessus à ce moment-là. Dernière équipe dont on doit parler dans ce podcast, il s'agit du Dream Atlanta, une des toutes meilleures équipes de la saison. Je leur avais consacré un épisode entier sur leur principe de jeu, leur schéma tactique, ce qu'elle mettait en place pour être aussi victorieuse cette saison, aussi presque, j'allais dire, implacable, hein, cette saison, et notamment avec un basket très moderne, imprimé par coach Smesco. Et là, elles sont tombées sur un gros poisson. Et ce gros poisson, il ne s'appelle pas Caitlin Clark puisqu'elle était absente. Il ne s'appelle pas Sophie Cunningham puisqu'elle était absente. Il ne s'appelle pas X et Y puisqu'il y avait 35 ou 40% de l'effectif du Fever qui était absent. On peut dire qu'elles sont tombées sur Kelsey Mitchell, qui a vraiment joué du coup à un très très haut niveau sur cette première série face au Dream. Elles sont aussi tombées sur une excellente Alia Boston, vraiment c'est phénoménal la progression d'Alia Boston cette saison en dehors de ce qui la caractérise comme déjà une très bonne joueuse, c'est-à-dire qu'elle a déjà progressé sur les marges autour de ses compétences évidentes. Et là, on le voit sur ces playoffs-là, on voit vraiment les très bonnes séries que fait Alia Boston. Non, elles sont tombées sur le gros poisson du Fever, c'est Stephanie White, la coach, qui a vraiment fait une masterclass sur les 3 matchs joués par le Fever contre le Dream. Et le Dream, du coup, doit apprendre de ces défaites-là. Et si Stephanie White et le Fever ont su s'ajuster quasi action après action dans ce match, eh bien, clairement, on a vu que le Dream
avait des problèmes structurels dans cette équipe. D'abord, un problème de star power. Il y a peut-être un manque d'une vraie superstar qui soit au-dessus d'Alisha Gray en termes de talent pour mener cette équipe sur de la création pure, puisque c'est ce qui manque à cette équipe, de la création à très, très haut niveau pour soi et pour les autres. Et c'est ce qui a vraiment, vraiment manqué, quoi. Parce que quand votre création repose sur Teina Paopao en sortie de banc ou Jordan Canada dans le 5, c'est un peu frustre. Ensuite, on a 2 pivots qui sont immenses, qui sont très fortes au rebond, mais qui sont lentes. Et quand le Fever a choisi de jouer rapidement, on avait une équipe tout simplement du Dream qui était perdue. Il y avait beaucoup, beaucoup de mal à se replier et à se déployer des 2 côtés du terrain. Donc, c'était compliqué pour le Dream. Et dernier truc, c'est qu'en fait, le shot making de Ryan Howard, quand ça tombe pas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand vous n'arrivez pas à avoir 33, 34, 35% d'adresse et que vous êtes à 28, 29 ou 30 et qu'en face, on trouve l'adresse. On trouve l'adresse côté Fever parce que les paniers sont plus faciles, parce qu'on a davantage de création, que ce soit Kelsey Mitchell, que ce soit Alia Boston, etc. On a davantage de créatrices. Même Alexis Hull, par séquence, s'est trouvée dans ce rôle de créatrice ou en tout cas de connectrice qu'on lui connaît, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Elle fait vraiment de très bons playoffs. Donc voilà, c'est des questions qui posent sur le Dream et c'est des questions qui vont être très, très importantes pour le Dream, qui, à mon avis, va pas être une des équipes les plus intéressantes à suivre sur l'intersaison parce que je pense qu'elles ont un noyau de jeu qui est intéressant à conserver. Je pense que l'an prochain, elles ne seront pas conteneurs à moins de faire une signature vraiment extrêmement intéressante, peut-être dans le front de courte, peut-être au poste de meneuse, je ne sais pas. Il va falloir voir aussi qui sera disponible sur ces postes de guard avec un peu de création. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Dream subit un échec sur ce premier tour devant une équipe qui est sans doute la plus grosse surprise. C'est l'upset de ce premier tour, de ces playoffs 2025 en WNBA. Mais le Fever fait tellement une série incroyable et elles sont d'ailleurs encore en train de poser des problèmes au second tour à cette équipe des Aces que franchement, bravo le Fever et le Dream, posez-vous des questions parce que vous avez peut-être des très bons principes de jeu, mais il manque vraiment de la création. Et cette saison de 44 matchs vous a permis d'éprouver ce que ça pouvait donner quand ça fonctionnait sur, disons, une trentaine de matchs. Par contre, quand on est dans une série de playoffs et qu'en face, vous avez une coach qui s'ajuste à chaque possession, là, ça devient plus compliqué. Donc, il va falloir trouver de la ressource pour approfondir un petit peu le playbook, pour approfondir les solutions à la création et trouver un effectif, je dirais, renouvelé et upgradé. Il va falloir vraiment améliorer cet effectif en termes de talent pur. C'est ce qui attend pour moi le Dream sur cette intersaison 2025-2026. On a parlé des 4 équipes qui donc ont rejoint les 5 autres du côté de Cancun en vacances. Il reste donc en lice les Lynx face au Mercury dans la première série de ces demi-finales et puis les Aces face au Fever de l'autre côté. Clairement, je pense que rapidement, on peut dire que l'équipe favorite au titre, c'est celle qui sortira de la série Lynx-Mercury parce que les Aces et le Fever semblent être 2 équipes un petit peu en dessous. La série Lynx-Mercury vient de prendre un tournant très particulier parce que, tout simplement, Napheesa Collier est blessée. Elle a frôlé la fracture, je crois, sur sa cheville gauche, si je ne me trompe pas, en essayant de driver sur Alyssa Thomas qui a réussi à intercepter. Le col est litigieux. Il y a toute une histoire en ce moment avec la coach qui a été suspendue, la coach du Lynx qui a été suspendue, etc. Mais ça reste quand même une série très intéressante à regarder. Je vous envoie du coup du côté des threads et des vidéos YouTube de mon camarade Matt Ilmatic. Vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Il fait beaucoup de boulot sur la description des actions et des matchs, notamment dans cette série Lynx-Mercury. Évidemment, Ghislain et l'équipe de Swish Swish font aussi le travail. Vous trouverez évidemment les liens sur Twitter, vous avez l'habitude. Moi, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 23 très bientôt de W. J'espère vous retrouver plus vite que cet épisode-ci qui a tardé un petit peu à arriver. Ciao.